La chose délicate avec les accords et les cessez-le-feu au Moyen-Orient, c'est qu'ils ne sont pas vraiment connus pour leur longévité. Lorsque le mémorandum d'entente en 14 points a été signé entre les États-Unis et l'Iran il y a quelques semaines, nous doutions de sa longévité. Finalement, il n'a pas duré longtemps. Concernant l'empêchement des frappes entre les deux parties, pour que l'équipe de Warfront ait un week-end chargé, la dernière série d'attaques a débuté jeudi, visant un navire civil dans le détroit d'Ormuz. Cela a déclenché une riposte américaine, puis une réponse iranienne, et tout a dégénéré, n'est-ce pas ? À la fin de la journée de dimanche, les deux parties étaient convenues de cesser de se tirer dessus, du moins pour l'instant, en attendant de nouvelles discussions mardi au Qatar. 2 semaines après ce supposé cessez-le-feu, l'accord censé mettre fin à la guerre avec l'Iran montre de sérieuses faiblesses, et il reste incertain combien de temps il tiendra. Nouvelle direction. D'accord, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ici ? Eh bien, l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran comprenait des concessions américaines sans précédent à l'Iran, notamment en ce qui concerne une somme de 300 milliards de dollars américains qui serait versée à Téhéran dans le cadre d'un vaste programme de reconstruction financé au niveau international. Ce programme prévoyait la levée des sanctions, le déblocage de plus de 100 milliards de dollars supplémentaires d'avoirs iraniens gelés et d'autres mesures. Donc on pourrait penser que ce serait la fête à Téhéran, non ? Eh bien, pas tout à fait. Nous avons ici 2 épisodes complets sur Warfront qui expliquent en détail ce que contient exactement l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Mais l'histoire d'aujourd'hui, elle, se concentre plutôt sur ce qui ne figurait pas dans l'accord et sur la façon dont cela revient hanter le reste du monde, alors que le détroit d'Ormuz reste plus ou moins fermé. Alors, lorsque l'Iran a commencé à tirer sur des cargos la semaine dernière, touchant la passerelle d'un navire appelé l'Ever Lovely, joli nom, c'en était trop pour les États-Unis. Rappelez-vous, la seule raison pour laquelle l'Amérique avait signé le protocole d'accord avec l'Iran au départ, c'était pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Faire toutes ces concessions et devoir quand même gérer les tirs iraniens dans le détroit ensuite, ce n'était pas prévu. Les États-Unis ont frappé des cibles limitées sur la côte iranienne, dont 4 dépôts de missiles et drones près du détroit, sur l'île de Keshm. Téhéran n'a pas pu rester inactif et a riposté en ciblant les positions américaines à Bahreïn le lendemain. Une fois la poussière retombée, les choses semblaient en pouvoir s'apaiser jusqu'à samedi, quand l'Iran a recommencé. Cette fois-là, ils ont frappé un navire battant pavillon panaméen, le Kiku, et une nouvelle série de représailles a eu lieu dans le même ordre. Les États-Unis ont frappé l'Iran plus fort, qui a riposté tout aussi puissamment sur des cibles régionales. Le protocole d'accord semblait devenir incontrôlable, jusqu'à ce que dimanche soir, les deux parties acceptent de cesser les tirs et de reprendre les discussions mardi au Qatar. Initialement, ces discussions devaient porter sur la question nucléaire, censée justifier la guerre lancée par Washington contre la République islamique. Le protocole d'accord fixe un délai de 60 jours pour ce processus, prolongeable sans limite si les deux parties le souhaitent. Maintenant, étant donné que nous sommes déjà à 2 semaines dans cet accord et que nous sommes toujours bloqués sur les bases mêmes du protocole d'accord, on parie que la prolongation des 60 jours sera nécessaire. En ce moment, les deux parties sont bloquées sur une paire de questions insolubles, l'opération d'Israël à l'intérieur du Liban et le statut du détroit. Nous reviendrons sur le front libanais dans un instant, mais en ce qui concerne Ormuz, c'est le manque de clarté dans le protocole d'accord qui hante les deux parties. Le protocole d'accord ne comporte que 14 points, et quand on le compare à la longueur de l'accord iranien original, les 159 pages de détails du JCPOA, l'écart entre les deux parties devient plus évident. Alors que l'accord iranien original comportait principalement des volets nucléaires occupant la majeure partie de l'accord, ce protocole d'accord reste court, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis la fermeture du détroit d'Ormuz par Téhéran le 2 mars, ils ont clairement signalé la fin du statu quo, où ce passage était une voie navigable internationale. Bien que le détroit d'Ormuz soit une voie navigable internationale selon le droit maritime, l'Iran sait depuis longtemps qu'il pourrait le fermer dans certaines circonstances. Pendant la guerre récente, l'Iran a constaté la facilité de fermer ce passage et a appris les moyens de pression possibles. Contrôler cette voie navigable est grisant, et nous doutons que l'Iran y renonce bientôt. Depuis, le régime essaie d'exercer un contrôle maximal sur le détroit d'Ormuz, principalement en annonçant son intention de faire payer des péages, qu'ils appellent des frais de service, ce qui signifie, bien sûr, que ce n'est absolument pas la même chose que des péages, n'est-ce pas ? Le service qu'ils offriraient, d'ailleurs, c'est la promesse de ne pas vous tirer dessus. C'est du racket de protection, sauf que les hommes responsables préfèrent être appelés l'ayatollah plutôt que le parrain. Mais étant donné la longueur du littoral que l'Iran contrôle le long de la voie navigable et la facilité avec laquelle il peut lancer des drones Shahed bon marché sur des cargos largement sans défense, il est difficile d'éviter ce racket de protection.
La communauté internationale a pourtant tenté de réagir. L'Iran se trouve d'un côté du détroit d'Ormuz, avec Oman de l'autre, et Mascate ne semble pas très disposé à se lancer dans cette histoire de fourniture de services. Les 2 navires qui ont été attaqués par l'Iran transitement par des voies qui longent de la côte omanaise, en gros une façon de dire « gardez-moi aussi loin que possible de ce type ». Pour l'Iran, cela menace leur contrôle du détroit. Pour que ce système de péage fonctionne, il faut soit un homme à bord, soit la capacité de frapper régulièrement des navires dans les eaux omanaises pour garantir leur paiement. Presque tout le monde dans la région s'est alors posé la même question. Existe-t-il une solution à ce problème ? Avant d'explorer comment éviter le détroit d'Ormuz, parlons brièvement de notre nouveau site pour abonnés, fronce.co. C'est là où nous entrons beaucoup plus dans le détail que ce que nous pouvons faire ici sur la chaîne principale. Nous publions 3 articles rédigés par des experts chaque semaine, comme par exemple sur la question de savoir si le Royaume-Uni est devenu ingouvernable ou pourquoi Israël a finalement été le plus grand perdant de la guerre contre l'Iran, ainsi que 2 vidéos approfondies par semaine. Nous produisons désormais des documentaires longs chaque mois. Le premier sur la Corée du Nord est déjà en ligne sur frontstock.co. Abonnement, 5 $ par mois ou 50 par an. Et maintenant, retour au chaos qu'est Ormuz. Tous les chemins mènent à Ormuz. En affaires, si vous êtes et si vous n'aimez pas la façon dont une entreprise fait le travail pour lequel vous l'avez engagé, vous gardez le droit de chercher une alternative ailleurs. Essayez de transposer cette dynamique au détroit d'Ormuz. Le consensus général sous la nouvelle direction iranienne serait une note retentissante d'une étoile. Malheureusement pour les pays de la région et ceux qui dépendent du transport maritime en provenance de cette région, trouver une alternative au détroit d'Ormuz n'est pas aussi simple que de tout laisser tomber et d'aller ailleurs. C'est exactement sur cela que l'Iran mise. Pour certains des pays les plus riches en pétrole du Moyen-Orient, leur seule façade maritime est le golfe Persique. Cela inclut le Koweït, le Qatar et Bahreïn. D'ailleurs, le golfe n'a qu'une seule sortie vers l'océan ouvert, le détroit d'Ormuz. Les Émirats arabes unis ont une petite côte hors du détroit, mais cela ne leur a guère profité. L'Iran a montré sa volonté de frapper le principal terminal d'exportation émirati. Cela ne signifie pas qu'aucun effort n'a été fait pour résoudre le problème. On remarque l'absence notable de l'Arabie saoudite dans la liste des pays dépendants du Golfe, car elle a la chance, géographiquement, d'avoir sa côte ouest située le long de la mer Rouge, contournant ainsi complètement le détroit d'Ormuz. Riyad dépend du golfe Persique pour la plupart de ses exportations, mais pas toutes. De plus, les revendications iraniennes sur Ormuz ne sont pas nouvelles. Elles précèdent la République islamique datant du Shah. Il n'est donc pas surprenant que l'Iran ait utilisé cette arme dès le début de la guerre la plus récente. Dans les années 80, l'Arabie saoudite a construit un vaste oléoduc traversant le pays, de l'est près du golfe Persique jusqu'à la ville côtière de Yanbu sur la mer Rouge. Mais cet oléoduc ne paraît vraiment utile que si l'on ne regarde pas les détails de près. Cet outil a été très utile à Riyad et s'est révélé essentiel durant ce conflit, tandis que la région observait avec envie. Il est difficile d'exagérer la quantité de pétrole passant chaque jour par le détroit d'Ormuz. Avant la guerre, environ 21 millions de barils, soit un 1/5 de l'approvisionnement mondial. Ce pipeline, quant à lui, ne peut transporter au maximum absolu qu'environ 7 millions de barils. Et souvenez-vous, ce n'est pas comme si ce pipeline était inutilisé avant la guerre. Les Saoudiens l'utilisent à pleine capacité depuis la fermeture d'Ormuz, mais cela n'a ajouté qu'environ 3 millions de barils par jour à leurs exportations vers l'ouest. Ce soulagement partiel est encore compliqué par la situation géographique même de Yanbu. Les navires peuvent naviguer librement vers le nord via le canal de Suez, accédant à la Méditerranée et l'Atlantique. Mais pour ceux allant au sud ou à l'est, ils reviennent à la case départ. Il y a un autre détroit de ce côté de la péninsule arabique, cette fois au large des côtes du Yémen, appelé le Bab el-Mandeb, et la partie du Yémen qui se trouve sur ce littoral se trouve justement sous le contrôle des rebelles Houthis, qui sont des alliés de l'Iran. Il n'est donc pas vraiment difficile d'imaginer qu'ils ferment ou au moins restreignent l'accès au détroit si nécessaire, au nom de Téhéran si la situation devait s'envenimer. Ils n'ont pas fait cela pendant cette guerre, mais ont eu une idée similaire en 2023 après le début du conflit Israël-Hamas à Gaza. Pendant la guerre, les Houthis ont souvent attaqué les navires dans le détroit. Selon les données d'Aclé, ils ont tenté de frapper bien plus d'une centaine de navires entre la fin 2023 et 2024, y compris en prenant d'assaut de façon spectaculaire le navire battant pavillon bahaméen, le Galaxy Leader, et en coulant carrément un total de 4 navires. Bien qu'ils n'aient pas été aussi bien équipés que le CGRI, ils ont tout de même eu un impact énorme. Au pic de la campagne des Houthis, le transit des conteneurs par le Bab el-Mandeb avait chuté de 90%. Malgré une reprise depuis début 2024, il n'a pas retrouvé son niveau d'avant-guerre. Si la mer Rouge ne fonctionne pas, alors les Émiratis pourraient sembler avoir la solution grâce à un oléoduc qui relie leur territoire d'Abu Dhabi à leur port de Fujairah.
Ce terminal, situé sur le golfe d'Oman, contourne le détroit d'Ormuz sans traverser d'autres détroits. Le souci est que les lignes vers Fujairah transportent moins de 2 millions de barils par jour, soit moins d'un tiers de la capacité déjà insuffisante du pipeline saoudien. Alors que les Émirats arabes unis ont accéléré un projet d'expansion, il ne devrait être achevé que courant 2027. Lorsqu'il sera opérationnel, le contournement combiné entre eux et les Saoudiens atteindra à peine quelques millions de barils par jour, ce qui reste largement insuffisant pour servir de véritable alternative au détroit d'Ormuz. Pour aggraver les choses, les oléoducs sont des cibles faciles, surtout en Arabie Saoudite où l'oléoduc traverse tout le pays, le rendant idéal pour une attaque de drone. Cela peut sembler extravagant que l'Iran détruise l'infrastructure énergétique d'un voisin après la fin des hostilités majeures, mais il faut rappeler l'importance du détroit d'Ormuz pour la direction iranienne. Tout effort visant à retirer cet avantage sera perçu comme une menace quasi existentielle pour l'Iran, qui a déjà montré peu de retenue en attaquant ses voisins. Bien que Téhéran affirme cibler surtout les bases et infrastructures américaines, son passé montre qu'il a une vision bien plus large de ce qu'est une cible légitime. Des hôtels à Dubaï, aux immeubles résidentiels à Bahreïn et infrastructures énergétiques au Qatar, ils ne se sont pas retenus. Il ne faut pas considérer comme acquis que Téhéran détruirait les oléoducs, mais on ne peut pas non plus l'exclure. Après la destruction du gazoduc Nord Stream 2, le Premier ministre polonais Donald Tusk a affirmé que le vrai problème n'était pas sa destruction, mais son existence même. Dans ce contexte, il est facile de penser que la République islamique estime que Tusk avait peut-être raison. Mais alors que Téhéran était occupé à renforcer son emprise sur le détroit d'Ormuz, elle a peut-être perdu du terrain ailleurs, dans un endroit totalement différent. Un nouvel accord. Alors que le détroit d'Ormuz faisait la une ce week-end, l'Iran a connu son premier revers stratégique depuis un moment. Au Liban, Téhéran a constamment affirmé que rien de moins qu'un retrait total d'Israël du pays, qui accueille l'allié paramilitaire de l'Iran, le Hezbollah, ne serait suffisant pour se conformer au protocole d'accord. Israël occupe une part importante et croissante du sud du Liban, où le Hezbollah est historiquement fort. Le gouvernement libanais tente d'éviter une situation où l'Iran négocierait en son nom. Au lieu de cela, Beyrouth mène ses propres négociations avec Israël, aux grandes dames du Hezbollah et de l'Iran. Jeudi, Beyrouth et Jérusalem ont conclu un accord préliminaire pouvant représenter une avancée majeure. Vendredi, ils ont signé un accord-cadre à Washington, D.C., qui ouvre la voie à un retrait très progressif de Tsahal dans le sud du Liban, remplacé par les forces armées libanaises, ou FAL. La première phase de l'accord prévoit le retrait des forces israéliennes de 2 zones pilotes, où les FAL prendront la relève et achèveront d'évacuer les derniers camps combattants du Hezbollah et les caches d'armes restantes. Les médias libanais ont indiqué que ces 2 zones incluent des secteurs au nord et au sud du fleuve Litani. Après inspection et vérification américaine, ces zones s'étendraient progressivement jusqu'au retrait total d'Israël. Les États-Unis ont aussi promis des fonds pour aider à reconstruire le pays, endommagé de plus de 20 milliards de dollars depuis le début de la guerre en mars. Les États-Unis vont aussi renforcer leur rôle dans la formation des forces armées libanaises. Avant que quiconque ne qualifie cela de succès et ne décide que la paix est désormais établie, il reste encore certaines préoccupations qui n'ont pas encore été abordées. Un des principaux problèmes, comme avec Ormuz, est que le trajet entre le point A et le point B n'est pas défini, et de nombreuses questions subsistent sur la suite des événements. Cet accord n'impose aucun calendrier, permettant ainsi à Israël de maintenir son occupation dans le sud du Liban aussi longtemps qu'il le souhaite. Ce problème a surtout concerné les alliés politiques du Hezbollah, dont Nabi Berri, président du Parlement libanais, qui craint qu'Israël ne sélectionne des zones difficiles à capturer ou contrôler. Envoyer l'armée libanaise à leur place sans réelle concession. Dimanche après-midi, Berri s'est exprimé publiquement contre l'accord, le jugeant, je cite, « impossible à appliquer ». L'accord n'a pas à passer au Parlement, mais Berri dirige l'autre partie chiite du pays, hors Hezbollah. Le fait qu'il soit opposé, bien que cela ne soit peut-être pas totalement surprenant, n'est néanmoins pas encourageant pour les chances de succès à long terme de l'accord. Des manifestations ont éclaté dès l'annonce de l'accord à Beyrouth, et une source du Hezbollah aurait affirmé qu'il mènerait à une guerre civile au Liban. Le groupe est tristement célèbre pour menacer de guerre civile dès que l'État libanais agit contre lui, créant une logique de crier au loup. Le Hezbollah n'a pas peur de montrer ses muscles lorsqu'il estime que c'est nécessaire, mais le groupe n'est plus que l'ombre de lui-même en termes de préparation militaire. Après 2 guerres avec Israël en 2 ans, le groupe est suffisamment affaibli pour que la mobilisation nationale à grande échelle paraisse ambitieuse.
Peu importe si ce nouvel arrangement fonctionne ou non, il va complètement à l'encontre de la direction iranienne et compromet la tentative de Téhéran de dicter la politique étrangère libanaise lors des récentes négociations. Beyrouth ne peut se permettre que ce processus soit lent. Le gouvernement a pris un grand risque en signant un accord que le Hezbollah qualifie de trahison. Ils ont déjà exigé la démission du Premier ministre, et le dernier à avoir envisagé de négocier avec Israël a été assassiné par le Hezbollah. Plus d'1 million de Libanais restent déplacés loin de leur foyer dans le sud, et chaque semaine de blocage sur la vérification ou les retraits est une semaine de plus où le gouvernement libanais a peu à montrer pour ses compromis. Donc quand on prend du recul, on se retrouve avec différents accords qui semblent tous avoir leurs propres problèmes. Celui qui concerne l'Iran n'a pas mis fin au tir, n'a pas ouvert le détroit comme il était censé le faire, et soulève de sérieuses questions sur ses ambiguïtés fondamentales, où les problèmes surgissent quand plus vite que chaque partie ne semble capable de les résoudre sans s'attaquer mutuellement. Les discussions de mardi à Doha devraient en clarifier la suite, mais il reste à poser la question principale. Quelle sera la prochaine chose qui va mal tourner ? Merci de nous avoir regardés.